je crois que c'était plus pour une question de son. Moi, je suis pas spécialement fan du micro, mais. Allô, allô. Bonsoir. Merci. Alors, je sais pas quelle est la coutume. Je crois que normalement, il faut un peu se présenter. Alors, ça a été fait. Est-ce que je présente un peu plus longuement mon parcours? Un peu un but de sa personne, c'est pas vraiment le but. Hein. Mais bon, voilà, c'est une façon aussi d'expliquer un peu ce que j'ai fait, d'où je viens et un peu d'où viennent mes analyses. Sachant que j'ai pas de prétention de connaître absolument la vérité. Je ne sais quoi. J'ai quand même pas mal réfléchi là-dessus, j'ai un peu lu, j'ai quand même eu l'occasion de discuter avec beaucoup d'amis français, mais aussi beaucoup d'amis africains. Et donc j'en ai tiré certaines conclusions qui m'ont emmené à adhérer à Survie depuis pas mal d'années. Donc moi en fait je suis plutôt issu de famille pas vraiment bourgeoise, mais quand même un petit peu, où il y en a qui allaient un petit peu en Afrique, mais plus dans les militaires, un peu à la coloniale. C'est pas les pires, mais enfin il y a quand même un peu, même si j'ai pas trop connu mon grand-père, il y avait quand même un peu cette réflexion dans la famille. Donc j'étais un peu attiré par l'Afrique, mais pas tout à fait dans le cadre de survie, quoi. Et moi, je me suis dit, bah voilà, j'ai quand même envie d'y aller. J'ai un oncle qui a un peu de fric, qui n'avait pas d'enfant, qui m'a dit, bah si t'as envie, je te paye un séjour au JMJ. Je fais, ouais, non, pas trop. Il me fait, bah si t'as envie, tu vas aller. J'avais 18 ans, il me fait, bah tu peux aller faire un chantier humanitaire. Je fais, bon, alors là, ça c'est classe. Sauver l'Afrique à 18 ans, ouais, ça me plaît. Donc je suis allé en Côte d'Ivoire. C'était sur un chantier. Je faisais le manard sur la construction d'une école. En fait, c'était un truc magouilleux. C'était. Le chantier en lui-même était assez pourri, mais ça m'a permis de vivre 3 semaines, un mois dans la brousse ivoirienne. Et ça, c'était vraiment chouette. Et une fois, en discutant avec une Française là-bas, elle m'a parlé un peu de la France-Afrique. Et là, moi, je tombais un peu des nues, quoi. La France n'est pas l'Afrique, mais est-ce que t'es sûr et tout. Enfin, moi, j'avais 18 ans, j'avais pas des grandes convictions politiques, mais ça me surprenait quand même. Et donc, ça m'a poussé un peu à réfléchir là-dessus depuis cette date-là. Entre-temps, j'ai fait des études un peu de génie civil. Je suis parti, j'avais un pas excellent étudiant, j'avais redoublé, donc j'ai eu l'occasion de faire un stage long à Madagascar pendant 5 mois. Et c'était pour un truc, construction, de rénovation d'un pipeline. Et je voyais, c'est pas Total directement, c'était une filiale. Les gens gagnaient même pas 1 € par jour pour Total, qui est quand même la plus grosse capitalisation boursière française. Donc ça m'a quand même un peu choqué, relativement dégoûté, même si professionnellement c'était quand même vachement intéressant. Et puis après, j'ai continué les études, je voyageais un petit peu, je bossais, je continuais les études. Et puis j'en avais un peu marre, je m'étais dit, bah là j'aimerais bien essayer de traverser l'Afrique en vélo. Et en rencontrant un peu des militants politiques et surtout aussi des activistes écolos, enfin, activistes ou des acteurs de l'environnement, de l'énergie. En sachant que moi, mon domaine, c'était quand même un peu plus les questions énergétiques. Je m'intéressais pas mal à ces questions-là. Et c'était passionnant, donc j'arrive à Cape Town. Et donc là, après, j'essayais de. Le micro. Ah, je parle pas assez proche du micro. Non. Il faut l'allumer. Allô, allô. Je crois que ça va mieux. Je sais plus où j'en étais. Oui, j'arrive à Cape Town. Donc, pour aller de Cape Town au Cap de Bonne-Espérance, il y a 60 km, j'ai mal au genou. Je me dis, bah, ça promet, je vais des tendinites au genou à répétition. On va abandonner le micro. Ouais. Bon, bah, très bien. Bon, bah, je parlerai un peu plus fort. Merci. Et mais au final, ça allait mieux. Et puis, je me mettais un peu à pédaler. Et l'Afrique du Sud, c'est quand même un peu particulier. Bon, il y a Nelson Mandela, Winnie Mandela, Steve Biko, il y a quand même pas mal de l'apartheid. C'est quand même assez particulier comme pays. Et donc, je voulais un peu me balader. Et il y a un soir, c'était quand même bizarre. J'arrive, je voulais boire une bière après avoir bien pédalé. J'arrive dans une ville moyenne, mais quand même assez grosse. Puis je me retrouve dans un bar où il y avait que des noirs. Et là, tout le monde me regarde avec un regard quand même pas hyper friendly. Donc je me suis dit, bon bah je vais me poser au bar à côté du mec le plus baraque, histoire de se faire un peu copain-copain avec potentiellement quelqu'un de costaud. Et finalement, il voyait que j'étais français, ça s'est très bien passé et tout ça, mais tu sentais quand même toute une difficulté, même pour un blanc sudaf cool, pas du tout raciste et compagnie, bah, ça va pas être facile pour lui non plus de s'intégrer. Mais enfin, je vais pas remonter sur l'histoire de l'apartheid, même si la France a brillé par sa non-condamnation du régime de l'apartheid, voire son soutien officieux. Et notamment l'assassinat du 6 septembre à Paris, où les circonstances n'ont jamais
Donc bref, je continue, je vais au Botswana, je me balade pendant 10 mois, je rencontre plein de gens, c'était passionnant. Et puis après, je me dis, bah, peut-être que je vais continuer les études. Et j'ai fait un master d'énergie solaire. Et mon stage de fin d'études, je voulais le faire un peu dans une... Moi, les taux de recombinaison des électrons en face arrière des panneaux photovoltaïques, c'était pas ma tasse de thé. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment les politiques énergétiques, les scénarios de transition énergétique, un peu ce qu'on appelle négawatt en France, là, qui est un scénario de transition énergétique qui respectera un peu l'idée du protocole de Kyoto et tout ça. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de voir ça sur le continent africain, à quoi ça correspond, sachant qu'il y a quand même une grosse demande de la consommation d'énergie. Il y a déjà, enfin, Burkina Faso, mais en Afrique subsaharienne, je crois qu'il va y avoir 20% de gens qui sont connectés au réseau, et un réseau où il y a beaucoup de pannes d'électricité, de délestage. Enfin, c'est pas des pannes, c'est des coupures, parce qu'il n'y a pas assez d'électricité pour tout le monde. Donc ça m'intéressait de réfléchir là-dessus. Je suis parti au CNUD. Franchement, j'ai pas fait grand-chose. C'était vraiment un peu décevant. J'étais quand même motivé. Moi, je n'étais pas là pour glander. Hein. En plus, c'est moi qui allais avec mon propre fric parce qu'au CNUD, au système des Nations Unies, ils ne payent pas les stagiaires. Et donc, une fois, je croise la grande directrice du CNUD qui savait à peine qui j'étais. Et elle me fait, ça se passe bien. Puis, j'étais dans l'ascenseur, je me dis, j'ai 10 secondes, qu'est-ce que je dis quoi. Je fais, bah non, en fait, je suis un peu déçu. Je trouve que vous tolérez trop de corruption sur les projets. Il y a des gros 4x4 un peu partout, mais l'efficacité, elle laisse quand même à désirer. En plus, concrètement, vous prenez que vous ne payez pas les stagiaires, donc qui sait qui peut se payer, qui peut aller 6 mois dans un pays, bah, c'est les fils de riches. En l'occurrence, j'avais emprunté pour mes études, mais bon. Et donc, qui sait c'est quand même le meilleur moyen pour être embauché aux Nations Unies. Donc finalement, qui sait qui pense les Nations Unies qui pensent des programmes pour les pauvres, c'est un peu les fils de riches, quoi. Puis si on fait un bilan de 50 ans de l'ONU, c'est quand même pas forcément grandiose. Bon, derrière, ça s'est assez mal passé, elle voulait me dégager. Heureusement, mon chef direct était sympa, il m'a récupéré, il m'a dit maintenant tu calmes un peu. J'ai fini mon stage dans mon bureau à faire un peu le bureaucrate et pas faire grand-chose, mais bon, malgré tout, c'était quand même intéressant parce que ce qui m'intéressait, c'était de voir concrètement les choses sur place, comment ça se passait, même si je n'avais pas une utilité vraiment grandiose sur place. Mais j'étais vraiment content et j'ai pu rencontrer plein de gens et je m'étais dit, bah, j'ai vraiment envie de retourner vivre en Afrique et particulièrement au Burkina Faso. Mais j'avais plus de fric parce que j'avais emprunté pour les études. Donc j'ai quand même bossé un peu en France histoire de me rembourser, enfin de rembourser mes études, mettre un peu de fric de côté. Et après je suis parti au Burkina avec ma copine et donc on s'est installé à Ouagadougou. J'avais un contact avec un gars qui je m'étais pas trop mal entendu. Bon, rapidement, en fait, on se rendait compte qu'on n'allait pas, ça allait pas bien se passer. Je suis avec un autre ami, un ami burkinabé, un rasta assez excentrique. Alors, c'était un peu particulier de temps en temps sur une certaine crédibilité vis-à-vis des gens qui veulent mettre 10 000 balles dans un projet solaire. Je lui dis, bon, là, Tapi, calme un peu les petites blagues. Mais finalement, on s'en sortait pas si mal. Et donc, on installait des panneaux photovoltaïques, des systèmes de chauffe-eau solaire. J'essayais de pas mal orienter sur la maintenance des systèmes photovoltaïques, des solaires thermiques. Je travaillais un peu sur le séchage. Puis j'avais bossé aussi sur, vu que j'aimais bien bricoler, je fais pas mal de petits trucs. Et on m'avait embauché pour concevoir des latrines. Et c'était super intéressant. Et donc j'ai bossé là-dessus, puis voilà. Et en plus, pendant mon long séjour burkinabé, il y a eu l'insurrection populaire qui a dégagé Blaise Compaoré du pouvoir. Et en tant que militant politique panafricain, j'étais quand même aux premières loges et c'était vraiment un grand souvenir. Et puis j'étais pas mal ami avec des leaders et des chevilles ouvrières du palais citoyen, dont on a un peu entendu parler à l'époque, qui étaient les mouvements de la société civile. Un peu style il y en a marre au Sénégal, ça suffit au Congo, enfin il y en a plusieurs. Donc voilà, et au bout de 3 ans et demi, c'était peut-être temps de repartir, enfin je sais pas trop, ma copine avait un peu plus envie de repartir que moi, donc bon, des concessions conjugales. Et donc je suis rentré en France et maintenant j'habite à Grenoble et je suis prof. Et donc voilà un peu mon parcours en quelques mots. Un peu plus que quelques mots je crois. Donc voilà, je milite pas mal sur la France-Afrique. Et c'est un peu compliqué, enfin, je ne sais pas si vous avez une définition un peu qui vous vient à l'esprit quand on dit France-Afrique, des personnages. Oui, bah, quelques-uns, Focard, Giscard, Sassou Nguesso, j'en passe
Alors il y en a qui sont morts, mais il y en a qui sont vivants dans ceux que tu as cités. Bah, effectivement, c'est un peu compliqué de la définir parce que c'est quelque chose qui est mouvant, il n'y a pas vraiment une définition. Alors quand on discute avec des gens du MAE, du ministère des Affaires étrangères, ils auraient plutôt tendance à dire que c'est quelque chose de fantasmé, qu'il faut arrêter. Bon, avant, on disait la France-Afrique, ça n'existe pas. Après, bon, la France-Afrique, ça existait, mais maintenant c'est fini. Et après, enfin bon, la France-Afrique, oui, mais enfin sinon c'est la Chine-Afrique. Donc c'est un peu, on voit... Et puis avant, les sommets Afrique-France, où il y a un chef d'État français avec les autres chefs d'État africains, on appelait les sommets France-Afrique. Mais nous avons une grande victoire sémantique, et maintenant, nous appelons ça, enfin, ils appellent ça, les sommets Afrique-France. Donc c'est pas une grande victoire, mais ça veut dire quand même que le mot est quand même maintenant connoté, et ça veut dire quelque chose dans l'esprit des gens. Bon, la France-Afrique, c'est compliqué d'en donner une définition. Bah, moi, au lieu d'essayer de faire une définition du dictionnaire, je vais plutôt essayer d'en parler. Et puis, chacun en fera la sienne. Bon, alors, il y a déjà eu l'esclavage. Je ne vais pas revenir là-dessus. L'abolition de l'esclavage avec ensuite la création des colonies. C'est bien fait, comme disent certains. Juste quand même pour rappeler qu'en Oubangui-Chari, l'ex-Centrafrique, il y a quand même un tiers de la population qui est morte en 20 ans. Parce qu'ils étaient obligés de faire les porteurs pour aller pour le Tchad ou pour les chantiers du train de l'Atlantique entre Pointe-Noire et Brazzaville. Puis les administrateurs coloniaux, c'était quand même assez particulier. Enfin, la coloniale, il y a quand même une réflexion derrière. C'était pas le développement. Enfin, il y a plein de bouquins qui parlent un peu de ça, où on voit la réflexion des administrateurs coloniaux. C'était quand même vraiment du racisme épouvantable. À tel point que le 14 juillet 1905, en Oubangui-Chari, il y avait un administrateur colonial qui avait pas de feu d'artifice, il était embêté, il fallait faire une fête pour le 14 juillet, il faut faire quelque chose et tout ça. Par un élan de patriotisme, il ne savait pas quoi faire, il a pris un bâton de dynamite et il l'a mis dans l'anus d'un condamné à mort centrafricain. Enfin, juste se rendre compte déjà de l'idée de faire ça, enfin, en plus il l'a fait, enfin, c'est quand même, ça dénote quand même assez bien vraiment l'aberration. Alors après, il a quand même été muté, il n'a pas été radié, mais il a été muté. Je ne vais pas rentrer dans la colonisation parce qu'il y a pas mal de choses à dire et en plus j'ai envie d'avancer. Donc en fait là on va revenir un petit peu plus sur la question de Centrafrique, ça va être la décolonisation. Alors, la décolonisation, elles n'ont pas été offertes. C'est quand même... Bon, il y avait l'ère du temps, hein, la guerre d'Algérie, il y a eu pas mal de choses, notamment au Cameroun, avec le massacre en pays bamileke. Et en fait, l'objectif de Gaulle à l'époque, c'était de donner l'indépendance à ceux qui la voulaient le moins, pour qu'ils restent bien dans l'orbite français. Alors il y en a un qui n'a pas voulu rentrer, c'était qui? Sékou Touré. Sékou Touré en Guinée. Alors lui, l'objectif c'était, de Gaulle a bien fait comprendre, ah ouais, donc tu ne veux pas rentrer dans l'orbite française. Alors je me rappelle plus, c'était l'Alliance française, non c'était pas l'Alliance française, l'Organisation française, je ne me rappelle plus exactement du terme. Ok, tu ne veux pas rentrer dans ce nouveau partenariat, l'équivalent de Commonwealth français. Et alors là, ils lui ont fait, quand les Français sont partis, ils ont coupé les poteaux téléphoniques, ils ont essayé d'organiser un coup d'envahir le pays de faux billets pour écrouler le franc guinéen. Il y a eu plein de choses terribles, et Sékou Touré, au début, c'était pas mal, mais après, il est tombé dans une psychose de se faire assassiner, et il est devenu quand même un tortionnaire très féroce. Mais, en tout cas, il a osé dire non. Il y a eu d'autres présidents qui ont osé dire non, ou qui ne voulaient pas vraiment rentrer dans la sphère. Il y a eu Sylvinus Olympio, peut-être que certains le connaissent, au Togo. Alors lui, il a été assassiné. Lui, il a plutôt fait des études à Oxford, Cambridge, enfin une des deux, quoi. Et il a été assassiné. Mais ce qui est un peu croustillant dans cet assassinat, si on peut le dire ainsi, c'est qu'en fait, il y avait un commando qui était là pour l'assassiner. Et lui, il arrive, grâce à la nuit, à la pénombre de la nuit, à aller se cacher. Sauf que quand le jour est arrivé, ils l'ont trouvé, il s'est pris une rafale de mitraillette, il est mort. Mais, à l'époque, sur la radio française, ils annonçaient déjà la mort de Sylvinus Olympio, alors qu'il n'avait pas encore été tué. Ce qui est quand même
assez impressionnant. Et puis en fait, ça montrait assez bien les complicités françaises là-dedans. Et si on regarde le Togo, c'est vraiment un des pays du précaré français où la dynastie Ayadema, donc le père a fait 37 ans au pouvoir, le fils a repris le pouvoir, maintenant je crois que ça fait 12 ans. Il y a des manifestations assez régulières qui sont vraiment très fortes, grosse mobilisation populaire, et les gens sont tirés dessus, il y a quelques morts, et on continue à maintenir une coopération policière et militaire avec ce régime, alors que je pense qu'on devrait arrêter, et même le condamner. Donc voilà, donc il y avait des assassinats, des coups d'État, là c'est un peu l'histoire, mais il y a des fois c'est quand même assez intéressant de se rendre compte, parce que c'est important de connaître un peu l'histoire pour mieux appréhender le présent. Et au Niger, le président Diori, qui était, alors lui c'était pas un énervé communiste, pas du tout, c'était plutôt francophile, mais avec le premier choc pétrolier, l'uranium, il y a beaucoup d'uranium qui est en Niger, hein, il y a une ampoule sur 3, c'est l'uranium du Niger. Il arrive, il a dit bah le prix du gaz est indexé sur le prix du baril de pétrole. Pourquoi on n'indexerait pas le prix du minerai d'uranium sur le prix du baril de pétrole? Vu que le prix du baril de pétrole a tendance à monter, c'était pas complètement stupide comme idée. Une semaine après, un coup d'État l'avait renversé. Donc il y a quand même pas mal de récurrences avec tous les présidents émancipateurs. Et finalement, quand on regarde l'histoire un peu africaine, dans tous les pays, il y a toujours eu des militants africains qui voulaient bouger. C'est pas, des fois, ça m'agace quand je discute avec des amis africains, ils font ah mais nous, nos présidents, là, ça vaut rien, on a que des vieux qui s'en mettent plein les poches et tout. Mais c'est faux quand même. Les vieux, ils sont là parce que, ok, ils sont soutenus, mais il y a toujours eu, en Centrafrique, au Tchad, Sankara, Modibo Keïta, au Mali, il y a toujours eu des présidents, enfin des gens qui voulaient faire changer les choses et faire avancer le continent sans une perspective de s'en mettre plein les poches et laisser son clan familial ou son ethnie ou tout ça. Donc c'est important quand même de le signaler. Bon, donc la décolonisation, elle avait plusieurs raisons. Il y avait une raison économique, donc déjà capter les matières premières. Hein. Bon, il y a le pétrole, mais il n'y a pas que le pétrole, différentes choses. Mais c'était aussi un débouché pour les entreprises françaises. Et ça, c'était aussi important pour les questions, il faut aussi de revendre un peu ce qu'on faisait, quoi. Il y avait aussi des raisons politiques. Il y avait la guerre contre le communisme. Donc, c'est vrai que l'URSS avait quand même une politique d'expansion, soutenait les régimes qui voulaient sortir, dans la colonisation, puis sortir de la décolonisation. Donc, il y avait quand même une lutte d'influence assez forte entre les États-Unis, le monde occidental et l'URSS. Des raisons aussi, le rang de l'ONU, les nostalgiques de l'Empire. Il y a quand même la France. Au niveau mondial, je crois qu'on doit être à 1% de la population mondiale, quelque chose comme ça. Pourtant, on a un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est quand même un peu surprenant. Enfin, c'est l'histoire qui est comme ça. Mais le rang de la France, elle joue aussi parce qu'à chaque fois, il y a 16 pays africains qui votent les résolutions françaises, le petit doigt sur la couture. Et donc, c'est ça aussi l'intérêt d'avoir des présidents amis. Ça donne aussi un peu de poids politique là-dessus. Puis il y avait aussi quand même le financement politique des partis politiques français. On l'a vu avec l'affaire Elf il y a maintenant bien longtemps, enfin c'est un peu plus vieux, quoi, dans les années 90. Mais Ziad Takieddine, Kadhafi, 2007 avec l'élection de Sarkozy, il y a quand même des vrais soupçons. Alors, je ne sais plus exactement où en est le dossier, s'il y a eu des condamnations qui ont été clairement faites, et je crois qu'il doit y avoir ça doit dû aller en appel, ou les acteurs qui ont été condamnés à aller en appel, mais enfin il y a quand même des soupçons quand même assez poussés, quoi. Donc voilà. Alors, comment ça se passait, donc installer des présidents francophiles, donc les élections truquées, les assassinats, les soutiens militaires à des dictateurs. Donc il y a les accords militaires qui sont secrets. Même quand on veut les connaître, nous, en tant qu'association qui fait de la recherche sur la France-Afrique, certaines fois, il y en a qui sont passionnés par les textes sur certains sujets, et notamment sur les accords militaires. Et ça, on n'arrive pas à les avoir, c'est secret.
Mais en gros, c'était on vous protège en échange des avantages préférentiels sur l'achat des matières premières ou des marchés publics. Alors, c'est pas toujours dit comme ça, mais clairement, c'est quand même ce que ça signifie. Et en plus, ces accords militaires, non seulement ils datent de très longtemps, pas toujours en faveur des pays africains, mais quand la France les applique quand ça les arrange. Le cas de la Côte d'Ivoire est quand même très clair. Les accords militaires, ils ont quand même une nuance, ils disent on peut les appliquer quand il y a une ingérence, quand il y a une armée ennemie, des rebelles qui arrivent d'un autre pays, pas pour un conflit à l'intérieur du pays. Mais en 2002, quand les troupes de Guillaume Soro, les forces nouvelles, arrivent du Burkina Faso pour descendre en direction d'Abidjan, clairement, il y avait une frontière qui a été traversée. Et les accords de défense auraient dû être appliqués à la lettre. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. Si vous voulez, on parlera un peu de la Côte d'Ivoire, c'est très particulier. Et puis en plus, c'est quand même vraiment un des pays, avec Houphouët-Boigny, un pays phare de la France-Afrique et les évolutions qu'il y a maintenant. Et quand on dit la France-Afrique, c'est très ancien. Quand on regarde la Côte d'Ivoire et ce qui s'est passé avec la crise post-électorale entre Gbagbo et Ouattara, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et je vais essayer d'avancer un petit peu. Le soutien militaire, on le voit encore il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était début janvier, enfin au mois de janvier, je ne sais plus la date exacte. Il y a des Mirages français qui ont bombardé des colonnes au Tchad. Et c'était la force Barkhane, la force disposée dans 5 pays du Sahel, qui a bombardé ces colonnes ennemies. Mais dans le mandat de Barkhane, il n'y a jamais marqué bombarder les opposants qui veulent renverser Déby. Alors on a essayé de leur faire pousser une barbe, dire que c'était des salafistes enragés, mais c'était pas ça. Hein. Ils avaient des motivations politiques. Clairement, les élections, elles sont complètement truquées. C'est des mascarades électorales. Déby, ça fait des années qu'il est au pouvoir. Pour le renverser, bon, moi je ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien. En tout cas, les motivations, elles étaient de renverser le pouvoir. Et donc, comme en 2008, Sarkozy avait sauvé Déby, et en 2019, c'est Macron qui a sauvé. Alors là, il n'était pas aussi acculé parce que c'était des colonnes ennemies qui étaient encore assez loin d'N'Djamena. Mais il y avait quand même cette volonté. Et ce soutien indéfectible, surtout que Déby, en 2008, Sarkozy passe au Tchad, et comment elle s'appelle sa femme déjà, Carla Bruni, rencontre, première dame qui a un rôle compliqué, je ne vais pas rentrer là-dedans, et elle va rencontrer l'opposant politique. Manque de peau, il disparaît. On n'a jamais retrouvé son corps. Alors ça mettait un petit peu, ça dérangeait, Déby, il s'en est vraiment plein les poches, il y a une gouvernance qui est calamiteuse. Il était un peu au banc de la communauté internationale, et avec l'affaire du Mali, vu qu'il envoie des forces au Mali pour combattre les islamistes, alors là, il est monté en flèche dans la popularité, et donc la France ne peut plus se passer de Déby. Théoriquement, ne peut plus se passer de Déby. Et dans le massif des Ifoga au nord Mali, dans les coins les plus chauds, en général, c'est pas les Français qui allaient. Ils envoyaient les Tchadiens, parce que l'opinion française peut accepter quelques morts, mais ne peut pas accepter des 10-15 morts par mois qui se répètent pendant 1-2 années, quoi. Donc là, quand c'était chaud, on sous-traitait le sale boulot aux militaires tchadiens, qui ne sont pas vraiment réputés pour avoir une tenue exemplaire dans les zones de conflit, plutôt des soulards qui foutaient les bordels monstres. À Gao, il y a eu pas mal de soucis avec les populations locales et l'armée tchadienne qui se comportait en terrain conquis. Je fais un peu trop de parenthèses, il faut que j'avance. Alors les piliers de l'armée française, les piliers de la France-Afrique, il y a aussi l'armée et la coopération militaire et policière. Bon, depuis les indépendances, on considère qu'il y a eu plus d'une 50aine d'interventions militaires, donc c'est quand même quelque chose d'assez récurrent, c'est pas une ou deux. Là, dernièrement, il y a un de nos bouquins, c'est 5 guerres pour un empire. Donc il y a l'Harmattan, Licorne, Sab, Serval, il y a le Sangaris, il y en a quand même régulièrement. Bon, certaines fois c'est compliqué parce qu'on présente la chose pour aider la veuve et l'orphelin aux 4 coins du monde, nous la France, le pays des droits de l'homme, on va aider les Maliens. Bon, ça se discute, mais ce qui est quand même un peu bizarre quand Tiken Jaffa Koli, mais plein d'autres disent le pompier pyromane,
quand tu as soutenu des politiques corrompus et après les gens s'énervent, alors malheureusement ils s'énervent avec un discours salafiste pas très agréable, enfin, en tant qu'un peu altermondialiste, j'avoue que c'est pas le discours que j'aime, enfin, voire pas du tout, mais il y a une réaction qui se fait et qu'est-ce qu'on voit en face? Il y a un soutien indéfectible où Ibeka au Mali est encore réélu alors qu'il fait partie des politiciens les plus corrompus de l'Afrique de l'Ouest. Son ministre des Finances, qui n'était pas forcément un très grand, que je ne connais pas personnellement, mais il a démissionné parce qu'il a dit là vraiment la corruption c'est trop. Il avait quand même un seuil de tolérance, hein. Mais il a dit non là c'est pas possible, les 1000 tracteurs, les engrais, dans plein de trucs il y a les proches d'Ibeka qui sont placés et qui prennent leur marge. Donc la coopération militaire et policière, eh ben, nous à Survie par exemple, c'est ce qu'on demande, c'est la suppression de la coopération militaire et policière avec les régimes qui sont... Alors, le mot dictature, c'est toujours difficile de le définir ou pas. Sur certains pays, on peut parler de dictature sans souci. Dans d'autres, on peut dire des régimes autoritaires. Et donc ça ferait partie... Certaines fois, ça peut être symbolique, comme au Cameroun, où il doit y avoir une vingtaine de coopérants militaires. Mais symboliquement, ça montrait quand même que, voilà, nous, la France, l'État français ne soutient plus ce régime qui est depuis 36 ans au pouvoir et où celui qui a perdu les élections, Maurice Kamto, est en prison avec 200 de ses acolytes. Plus la guerre dans les zones anglophones. Mais vu qu'il sert bien pour le Boko Haram et qu'il y a pas mal d'intérêts français au Cameroun, et ben on continue à soutenir Paul Biya et on devrait arrêter. Donc nous, la coopération militaire et policière, c'est un vrai problème en Afrique, donc c'est quand même vraiment important, très important. Mais justement, Macron était à Djibouti il n'y a pas très longtemps, enfin, la semaine dernière, l'année dernière je crois, où la base militaire de Djibouti est quand même vachement stratégique, c'est la corne de l'Afrique. Et alors qu'Omar Guelleh est quand même clairement un dictateur qui est là depuis des décennies. Donc, il y a aussi d'autres piliers, le franc CFA, il y a 50% des devises qui sont déposées au Trésor français, mais je n'ai pas envie de rentrer dans le débat du franc CFA, même si c'est passionnant, j'ai envie d'avancer. Sur l'aide publique au développement, il y a aussi pas mal de réflexions, mais ça on va le voir un peu, plus loin. 27 minutes. Ok. Alors, la France-Afrique, à chaque fois c'est fini. Bon, alors maintenant, si c'est pas la France-Afrique, c'est la Chine-Afrique. Alors effectivement, il y a d'autres acteurs, mais alors, le continent africain a quand même un taux de croissance économique qui est assez phénoménal. Bon, ça dépend les pays, mais grosso modo, il est quand même assez important. 10%, voire quelques fois plus. Et bon, après, où est-ce que cette croissance, est-ce qu'elle profite vraiment aux plus pauvres? Ça, c'est un autre débat. Mais il y a pas mal d'économistes qui sont un peu penchés sur cette réflexion. Ça fait émerger une classe moyenne, mais les plus pauvres des plus pauvres, est-ce qu'ils vraiment ils en tirent des bénéfices? C'est un long débat qu'on ne va pas attaquer maintenant. Donc il y a la Chine-Afrique. Alors ça c'est le truc qu'on entend toujours. Alors c'est vrai que la Chine se développe de plus en plus sur le continent africain. Mais en face de la Chine-Afrique, la France. Mais finalement, ok, elle a perdu des parts de marché, c'est vrai. Mais vu qu'avec la croissance, le gâteau a grossi, bah finalement, le volume a augmenté. Alors, Védrine reconnaît un doublement des exportations françaises en Afrique subsaharienne entre 2000 et 2010. Je prends Védrine, on ne peut pas m'accuser de... Védrine qui était secrétaire de l'Élysée en 1994 au moment du génocide du Rwanda, où on a des griffes assez fortes contre Hubert Védrine, et vice-versa. Qui a tout fait pour enterrer toutes les missions parlementaires pour essayer de faire la lumière sur le génocide. Là, on va bientôt avoir les 25 ans du génocide rwandais le 7 avril. Et on voit vraiment le manque de volonté politique d'essayer vraiment d'ouvrir les dossiers et de déclassifier les archives. Donc voilà, au niveau de la part de marché, elle a diminué, mais vu que le gâteau a grossi, bah en fait, il y a toujours plus de gâteau. Donc les entreprises françaises, quand même, marchent plutôt bien. Donc, effectivement, il y a une augmentation des parts de marché de la Chine en Afrique, mais c'est aussi à mettre en lumière par rapport à la désindustrialisation française. Désindustrialisation. Enfin, la Chine étant un peu l'usine du monde,
monde, bah, en France, on produit de moins en moins de produits manufacturés. Il y a 30 ans, bah, si on prend par exemple le coton, il y avait encore quelques industries textiles en France. Maintenant, il n'y a plus un pull qui se fait en France, quoi. Peut-être Hermès ou je sais pas quoi. Mais... donc au final, ça se comprend aussi que la désindustrialisation, pas facile, hein, je suis dyslexique en plus, fait que bah, voilà, forcément, déjà, la Chine a plus de parts de marché. Mais une plus grande partie du commerce sino-africain ne se fait pas forcément dans la sphère d'influence française. Là où ils font le plus de commerce, c'est avec l'Égypte. Avec la France, ça nous a bien arrangé de refiler les 2 navires Mistral à l'Égypte pendant l'annexion de la Crimée par Poutine. Bon, il y avait 2 bateaux qui étaient prévus pour, en plus j'habitais Saint-Nazaire à cette époque-là, donc on les voyait bien, qui étaient prévus pour la Russie. Mais vu qu'il y avait une tension diplomatique, finalement, c'est arrivé en Égypte, payé par l'Arabie Saoudite, tout le monde était content, donc il n'y avait pas de problème. Donc la Chine, elle travaille beaucoup en Égypte, mais beaucoup en Afrique du Sud. Pour le pétrole, il y en a beaucoup aussi au Soudan, avec des fortes contestations actuellement dans les rues de Khartoum. En Angola, le Nigeria, Nigeria, c'est le plus gros producteur de pétrole africain. Alors, donc voilà, c'est pas... Concrètement, quand on regarde l'opposition France-Chine, il y a des marchés qui sont concurrentiels, hein, certes, mais en tout cas, c'est pas tout à fait les pays où la France est le plus implantée. La Chine est pas mal dans l'exploitation des sous-sols, dans l'extractivisme. Et en fait, dans l'extractivisme en général, c'est plus les anglo-saxons qui sont assez implantés, surtout les Canadiens, pour être précis. Bon, il y a quelques Bouygues, quelques mines et tout ça, mais c'est pas le savoir-faire français, comme le disait Michel Alliot-Marie. Donc non, c'est plus la vraie concurrence, ça va être sur le BTP, sur les ponts, hein, on le voit clairement, sur des gros marchés. Bah, en même temps, l'Afrique, bah, avec la mondialisation, bah, il y a une évolution aussi. À l'époque, c'était vraiment le côté APD, aide publique au développement, les éléphants blancs ont financé un pont. Sur un chantier, en France, en général, on fait une marge entre 1,5 et 2%. En Afrique, il y avait des marges qui étaient de 4-5%, voire plus. Et pour un projet, est-ce qu'il était utile ou pas? Donc, des fois, ça l'était. Hein. Alors, il y a quand même des... Oui, bah, dans la concurrence, bah, il y a des acteurs qui font aussi des prix moins chers pour un service équivalent. Alors, des fois, le service est moins bon, ça peut arriver. Hein. En Afrique, on dit souvent la chinoiserie, mais les Chinois, ils savent faire aussi suivant les standards qu'on met et le prix qu'on met, ils peuvent faire de la très bonne qualité comme de la mauvaise qualité. Les panneaux solaires photovoltaïques, je connais assez bien. Maintenant, en France, la plupart sont fabriqués en Chine, des bonnes qualités qui respectent des standards. Et puis, on en retrouvait fabriqués en Chine sur le marché de Ouagadougou, le moins cher du moins cher. C'était aussi fabriqué en Chine. Et là, c'était vraiment, la qualité était très mauvaise. Mais bref, il y a plusieurs critères de qualité en fonction du prix qu'on veut y mettre. Donc là, il y a une vraie concurrence dans le BTP, mais aussi dans le pétrole, même s'il n'y a pas trop d'extractivisme en France, plus sur les mines, mais sur le pétrole, à proprement parler, il y en a quand même pas mal. Et sur l'uranium, qu'on a pu voir au Niger, où il y avait des tensions assez fortes entre la Chine et la France sur certaines concessions. Alors certes, il y a une concurrence, il y a beaucoup d'acteurs français en Afrique qui aiment bien un peu pleurer là-dessus. Mais si je prends un exemple du Burkina, mais on pourra le prendre dans d'autres pays, voilà. Si je prends le Burkina, déjà la plupart des boissons sont fabriquées par le groupe Castel, donc c'est pas rien en termes de volume et de budget. Il y a le coton, avec Géo Coton, il y a le BTP, avec Bouygues, Vinci. On a la logistique avec Bolloré, qui détient une grande partie des ports africains. Air France. Si la distribution, il y a Total. Les banques, il y a la Société Générale et la BNP. Et les télécoms, par des filiales, il y a aussi des prises de position. Donc, quand même, ce qu'on retrouve souvent, c'est qu'il y a quand même vraiment... les acteurs français sont quand même très présents dans les ex-colonies françaises. Donc, quand on parle de déclin, il y a un peu de marge avant que tous les Français soient chassés dehors et les intérêts français soient réduits à peau de chagrin. Alors,
Donc c'est quand même important de l'avoir en tête. Si on regarde les USA, alors la Chine-Afrique, on pourra en revenir un peu sur les questions après. Les USA, ils acceptent une certaine forme de sous-traitance à la France dans ses ex-colonies. C'est un deal non écrit, mais c'est quand même relativement accepté. Bon, les USA disent la France, ok, vous gérez les affaires dans le Sahel, nous on est déjà un peu embourbés dans différents points, donc c'est un espèce de deal. Mais la diplomatie de Trump était quand même assez grandiose avec Pays de merde, qui a fait un incident diplomatique très fort quand, peu de temps après être arrivé au pouvoir, il a eu cette phrase qui était quand même extrêmement maladroite, qui a beaucoup énervé. Mais que ce soit Trump, Trump fait ses trucs, mais il y a quand même une administration derrière qui a une certaine continuité, peu importe si c'est Trump ou Obama, les positions sur les politiques africaines ne vont pas être révolutionnées d'un coup. Et concrètement, ce qu'on a pu observer quand même, c'est des positions un peu plus dures. C'est pas violent, hein. Mais quand il y a des mascarades électorales, en général, il y a tout un langage diplomatique assez gradué pour condamner ou pour avaliser des élections. Et en général, les États-Unis sont un petit peu plus critiques que la France, notamment dans les ex-colonies françaises. Il y a l'Union européenne. Alors l'Union européenne, l'Allemagne, mais pas que l'Allemagne, grince un peu des dents parce que là je parle vraiment sur les ex-pays francophones. Enfin les pays francophones, les ex-pays. Et l'Allemagne a quand même tendance à être exaspérée parce que la position de l'Union européenne est souvent calquée sur celle de la France, alors que certaines fois, c'est pas tous les acteurs, enfin tous les pays qui cautionnent la position française sur certaines élections qui sont vraiment des vraies blagues. Et donc là, il y a quand même des tensions. Quand j'étais au Burkina, ça m'arrivait de discuter avec je faisais du rugby et le directeur de l'Union européenne, et il faisait aussi un peu du rugby, entraînait l'équipe, donc on se voyait, donc on discutait, on n'était pas du tout d'accord. Et je dis, moi je trouverais ça normal que dans les ex-pays colonisés par la France, le représentant de l'Union européenne ne soit pas un Français. Et là, on n'était pas tout à fait d'accord, mais il reconnaissait que c'était quand même quelque chose d'entendable. Parce qu'il y a quand même, au Burkina Faso avant, le gars, l'ambassadeur, avant il était ambassadeur au Niger et au Togo. Donc c'est quand même des pays vraiment très, très marqués au niveau de la France-Afrique. Bon, mais l'Union européenne, c'est aussi un gros bailleur de fonds, c'est vraiment pas négligeable. Et donc ça aide quand même bien les pays, donc ils sont quand même très, très contents d'avoir cette aide-là. Mais en même temps, elle fait la promotion des APE, d'accords de partenariat économique, peut-être certains ont entendu. Donc en gros, c'est la suppression des droits de douane africains pour les produits qui viennent d'Europe. Donc déjà que sur le marché de Ouagadougou, les oignons des Pays-Bas coûtent moins cher que les oignons du Niger. Donc c'est quand même Et donc là, il va y avoir une augmentation du phénomène. Alors, ils ont quand même mis des mesures où certains produits ne sont pas concernés et compagnie. Mais c'est quand même assez dérangeant. Donc d'une certaine façon, on fait du protectionnisme économique avec la politique agricole commune, la PAC en Europe. Et on va aller envahir les marchés africains avec le surplus. C'est assez dérangeant. Mais il y a un acteur qu'on entend un peu moins parler, même si c'est la Russie. Je vous conseille, je l'ai vu au centre de documentation, notre journal Guide d'Afrique, excellent déjà. Et sur la Russie en Afrique, et notamment sur la Centrafrique, où ça grince des dents un petit peu avec Le Drian là-dessus. Donc la Russie, elle a des liens importants historiques un petit peu à l'époque où il y a quand même beaucoup d'étudiants africains qui ont fait leurs études dans les à l'est du rideau de fer. Et c'est bon, alors maintenant quand j'y vais, c'est plutôt des gens qui ont 50, 60 ans qui ont fait leurs études là-bas. Et donc il y avait quand même des liens assez forts. Donc nombreux cadres formés en URSS. Mais Poutine veut lui aussi relancer un peu cette coopération. C'est descendu très bas, mais maintenant Poutine veut aussi un peu dans ce petit rayonnement. Il veut même lancer des sommets Russie-Afrique. Ça n'existe pas, mais là il veut essayer de lancer ça. Bon, la Russie, c'est pas non plus un volume énorme
énorme, hein. En termes de business, c'est 20 fois plus petit que la Chine. Mais 20 fois plus petit que la Chine, c'est pas non plus ridicule, hein. Mais la Russie, ils sont plutôt réputés dans les ventes d'armes, là où c'est un peu leur spécialité. Donc ils vendent beaucoup à l'Algérie, à l'Égypte, mais aussi un petit peu à l'Angola, à l'Ouganda, les avions Sukhoi. Donc il y a aussi des coopérations militaires qui essaient de se mettre en place, et l'extractivisme aussi un petit peu en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, Congo-Kinshasa, plus communément appelé Zimbabwe. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir un peu la dynamique, c'est l'augmentation des liens culturels avec RT, Russia Today, qui a tendance aussi à augmenter. Ils essayent d'investir massivement dans des journalistes, enfin, pour augmenter le nombre de journalistes sur le continent, pour essayer d'avoir un aura un peu plus fort, enfin, plus d'auditeurs. Et c'est apprécié parce que ça concurrence un peu RFI. On a beaucoup tendance à écouter RFI enfin, RFI est beaucoup écouté en Afrique subsaharienne. Et donc là, Russia Today, c'est pas tout à fait le même son de cloche, et donc il y a quand même une volonté, et puis c'est quand même assez apprécié, parce que malheureusement, le sentiment un peu... je discutais avec des amis un peu politisés, militants, au début c'est quand même tendu, parce qu'il y a vraiment un sentiment anti-français qui monte très fort. On a pu le voir en Côte d'Ivoire avec l'ingérence française, mais globalement ça monte de plus en plus. Ça pourrait nous faire poser des questions. Même quand tu arrives, tu écoutes, tu es jeune, tu débarques, il y avait des amis direct, enfin à l'époque on n'était pas encore amis, ils étaient hyper hostiles, ils me rembarraient, enfin, c'était pas du tout sympa à la base, quoi. Donc bref, je parlerai un peu de ça plus tard. L'Arabie Saoudite, ça fait aussi partie des acteurs. On a parlé aussi un peu de la Turquie, là j'ai pas vraiment analysé, mais effectivement la Turquie aussi a des volumes qui augmentent. Diplomatiquement, c'est pas très fort, mais c'est plus au niveau économique où la Turquie a quand même beaucoup de produits manufacturés turcs qui sont relativement de bonne qualité, pas trop chers, et qui trouvent preneurs sur le marché africain. L'Arabie Saoudite, je tiens quand même à en parler un petit peu. Bon, il y a la construction de mosquées, d'écoles islamiques, des hôpitaux. Il y a aussi des bourses pour les imams pour qu'ils puissent se former en Arabie Saoudite. Il y a le pèlerinage de la Mecque, où le fait de donner plus ou moins d'invitations par pays, c'est aussi une forme de diplomatie, de remercier un pays, parce que c'est pareil, les 5 piliers de l'islam d'aller faire le pèlerinage à la Mecque, donc beaucoup de musulmans qui ont un peu d'argent, ils rêvent d'aller à la Mecque. Mais moi ça me faisait bizarre, au Burkina Faso, il y avait l'Arabie Saoudite qui avait construit une ambassade, qui était presque plus grosse que celle des États-Unis. Ils avaient fait un truc énorme. Alors tu ne vois pas vraiment d'intérêt économique majeur au Burkina Faso. Mais c'est aussi une logique d'exportation du wahhabisme, en finançant les mosquées, en formant les imams, et aussi par la finance islamique, où il y a quand même beaucoup les banques islamiques de développement, c'est aussi assez répandu. Et certaines fois, c'est quand même un peu, je ne suis pas fan du wahhabisme, et donc c'est un peu compliqué, et on voit quand même des prêches qui se radicalisent, alors qu'à la base, l'islam soufi sahélienne, c'est plutôt une tolérance assez forte qui peut se marier avec d'autres religions locales, enfin religions, traditions locales. Et donc là, c'est quand même un peu plus fort. Par exemple, au Sénégal, les confréries, c'est l'islam wahhabisme, ça pose un vrai problème. Et bien le Sénégal, justement, en termes d'allégeance à l'Arabie Saoudite, pour remercier, a envoyé des militaires au Yémen. Donc, on voit bien quand même. Donc tout ça pour dire que j'ai encore dépassé mon temps. En fait, je suis prof et dans ma salle, j'ai une horloge. Et c'est vrai que c'est plus facile de voir. Ah ouais, je l'ai pas vu. Bah, quand tu l'as bien devant toi, là, tu peux pas trop. Bon, alors la notion de l'aide. Alors tout à l'heure, je suis arrivé un petit peu en avance et j'ai vu qu'il y avait ce bouquin qui avait l'air excellent. J'ai juste regardé un peu le sommaire en fin de bouquin là. Les paysans dans le marigot de l'aide. C'est un peu ce que je voulais parler. La notion de l'aide. On ne coupe pas la main qui donne du pain. Donc il y a quand même une réflexion là-dessus. L'aide, c'est un outil de pouvoir. Et Sankara disait la seule aide que l'on veut, c'est l'aide qui nous permet de nous passer de l'aide. Donc c'est un peu compliqué. Cette notion de l'aide, vous allez être en plein dedans, je ne sais pas vos futurs métiers, mais j'imagine un petit peu.
Et donc c'est toujours un peu compliqué d'arriver dans une posture d'aider. Est-ce que comment j'aide? Est-ce que vraiment qui j'aide? Est-ce que c'est moi qui me fait plaisir de donner, remplir les mains, enfin prendre, remplir les mains, donner, remplir le cœur, quelque chose comme ça. Il y a quand même un peu cette réflexion quelquefois à avoir, et c'est quelque chose d'assez complexe. Alors, je faisais un peu des petites recherches là-dessus, et je voyais qu'en 1820, c'est la création du premier lien caritatif international. Et ce qui était un peu rigolo, c'est que c'était pour les dames de France et tout ça, qui voulaient aider la Grèce contre l'Empire ottoman. Alors maintenant, la Grèce, on ne peut pas dire vraiment qu'on l'ait beaucoup aidé ces 10 dernières années, quoi. Mais en tout cas, historiquement, c'était quand même la première lien caritatif. Bon, après, il y a eu l'apparition de la Croix-Rouge, avec le comité local des assauts des Dames de France, et le berceau africain. Mais ça, je pense que vous avez dû avoir des cours de l'humanitaire, donc je ne vais pas rentrer trop là-dessus. Bon, et dans la colonisation, il y avait aussi l'aide, c'était aussi avoir de la main-d'œuvre en forme qui pouvait travailler. Donc c'était aussi dans cette optique de productivisme, de production qui était faite, ce n'était pas forcément par bienveillance. Donc voilà, pour moi, l'aide publique française, j'ai quelques 4 pages qui en parlent. Vous pourrez les prendre après. Bon, l'aide publique française, on voit quand même que c'est une grande partie, c'est des prêts, c'est pas des dons. Donc c'est des prêts, pas forcément à des gros taux, mais c'est pas des dons. Et donc après, il y a des allègements de dettes qui sont aussi ça. Et donc le fait de prêter, ça aide quand même pas mal les régimes. Et on voit Ouattara en Côte d'Ivoire. Alors quand c'était Gbagbo, j'ai plutôt eu des bâtons dans les roues. Mais alors maintenant que c'est Ouattara, il reçoit beaucoup d'argent, beaucoup de prêts. L'endettement de la Côte d'Ivoire a beaucoup augmenté. Je pense que le portefeuille de certains de ses proches aussi. Et au final, c'est quand même un peu compliqué de voir cet endettement africain qui ne cesse d'augmenter. Les gens remboursent, mais avec les intérêts de la dette, c'est un cercle qui n'en finit pas. J'ai vu aussi dans le centre de documentation des très bons ouvrages du CADTN notamment pour l'abolition de la dette des tyrans. Alors moi, ce que je voulais parler un tout petit peu, c'était la notion de l'aide, mais plus sur le cas de la famine du Niger en 2005. J'ai un très bon pote qui est nigérien, et donc on en discutait un petit peu, et je trouvais que c'était un angle intéressant. Alors, vous, j'imagine que vous devez avoir un peu des fois le débat entre l'aide au développement ou l'aide humanitaire, c'est pas la même chose et tout ça, mais souvent quand même en Afrique c'est un peu perçu par le même truc, c'est les blancs qui débarquent, quoi. Et donc c'est intéressant de voir un petit peu en 2005, c'était une situation difficile, mais c'était pas la famine de 1984, mais c'était un peu similaire en 2001 aussi où il y a eu un problème d'alimentation. Donc sur le Niger, il y a eu une dramatisation excessive des ONG. Mais par contre, selon MSF, on était vraiment dans le cas d'une crise où il fallait vraiment intervenir le plus vite possible. Donc c'est vrai qu'il y avait une soudure compliquée. La soudure, c'est en fait c'est les liens entre les deux récoltes. Et quand on arrive pas loin avant que les légumes soient, enfin les fruits, les légumes, les céréales soient mûrs, on appelle ça la soudure. Et la soudure, elle était un peu compliquée, les greniers étaient vides, mais c'était pas dramatique. Il y a toujours, enfin c'était dramatique, mais il y a eu des cas de figure beaucoup plus forts. Et donc, mais malheureusement, c'était quelque chose d'aspect structurel, les précipitations qui sont toujours compliquées dans le Sahel, au Niger, l'augmentation de la population, les rendements agricoles qui sont très bas. L'agriculture pluviale, c'est pas quelque chose qui donne bien. Bon, après, il y avait aussi un aspect conjoncturel des augmentations du prix mondial des céréales, un déficit fourrager qui est un peu lié aussi à la pluie. Et donc les ONG voulaient aussi, avaient reçu pas mal d'argent avec le tsunami de 2003. Il fallait aussi un peu décaisser. Donc il y avait aussi cette volonté-là. Il y a pas mal de chercheurs qui ont un peu analysé cette crise. Donc ça les arrangeait bien aussi d'avoir un théâtre d'opération où on pouvait montrer ses activités. Enfin, si tu veux avoir mais n'importe quelle association, ONG ou je sais pas quoi, enfin nous sur l'île, si on fait rien, il n'y a personne qui va venir être adhérent. Action contre la faim, s'il n'y a pas quelqu'un à aider contre la faim, il n'y a personne qui va lui donner de l'argent.
Donc il y avait aussi cette volonté de pouvoir intervenir et générer de l'action. Alors, certes, les ONG ont eu un rôle intéressant pour passer cet épisode de stress au niveau de la faim, mais les Nigériens, ils ont quand même toujours eu des systèmes de débrouille qui sont basés sur plusieurs solutions. Mais déjà, la migration, il y a toujours des migrants qui vont. Au Niger, bon, il y a les migrants qui quittent le pays pour aller habiter pendant les longues périodes où elles vivent dans un autre pays, un autre continent. Pour la plupart des migrations, c'est quand même intra-africaine, enfin, il y a beaucoup comme ça. Et au Niger, au Burkina Faso, c'est plutôt, les gens ne vont pas trop tenter la chance en Europe, comme ils disent. On va plutôt en Côte d'Ivoire, ou un peu les trucs, les côtiers de manière assez défaignants, ils n'aiment pas porter à nous, les Sahéliens, on est bien costauds, on va trouver du travail vite fait. Donc il y a un peu cette idée-là. Et au Niger, il y en a beaucoup qui vont tenter leur chance au Ghana, au Togo, en Côte d'Ivoire, pour travailler 6 mois et revenir après. Et donc quand ils vont là-bas, ils ont un peu d'argent, ils peuvent renvoyer aux familles, au pays. En plus, ça a été système de débrouille et les migrations. Avant, c'était Western Union. Et Western Union, ça coûtait super cher. Ils prenaient une commission de dingue sur chaque transfert financier. Et avec les applications téléphone, c'est devenu beaucoup plus simple. Bon, il y a toujours une très bonne com, hein, mais elle est quand même moins forte qu'avant. Et ça aide pas mal cette solution de petite débrouille pour essayer de soutenir un peu les coups durs. Pour les débrouilles, il y a aussi le salariat agricole. Donc, là, moi j'ai mon champ, ça pousse un peu, mais j'ai pas trop le temps, puis on n'a vraiment plus rien à manger. Donc, on va vendre sa force de travail. Mais le problème, c'est que ça va se faire au détriment de son propre champ. Donc, ça fait partie des mécanismes qu'on observe. Les activités génératrices de revenus, on va essayer de travailler un peu, porter de l'eau, piler quelque chose, vendre des petits beignets. Mais ça aussi, c'est toujours au détriment de son propre champ. Donc c'est compliqué. Donc là, on parle quand même du monde rural. Du reste, dans le monde rural, il y a quand même, historiquement, depuis de nombreuses années, même au moins 150 ans, d'après les recherches que j'avais pu lire, il y avait cette tradition des champs. On a un champ pour la famille, puis il y a des fois des champs communautaires, où on va cultiver ce champ qui va servir à recevoir les étrangers pour financer la chefferie. C'est pas de l'argent proprement parler, c'est plus des mécanismes de répartition pour pouvoir perpétuer la tradition. Donc, il y a ces activités génératrices de revenus, mais il y a aussi emprunter, aller quémander, on essaie de s'arranger, c'est pas que du don, hein. Des fois il y a aussi des emprunts. Bon, après il y a des ventes de biens, pour essayer justement de passer cet épisode dur, mais il y a aussi on met en gage notamment des terres. Il y a pas mal de terres qui circulent, qui changent de propriétaire au moment de ces temps durs. Des fois il y a des hectares qui sont partis pour 10 000 francs CFA. C'est assez dommage. Donc changement de régime alimentaire, forcément on mange moins, il y a plus d'eau dans la sauce, on prend quelques feuilles pour donner un peu de goût, on change d'alimentation, on ne prend pas les céréales d'habitude, mais on prend d'autres choses. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les stratégies d'opportunité face à l'aide. Donc il y avait notamment beaucoup de distributions gratuites. Et il faut les présenter son livret de famille. Le problème, c'est que le livret de famille, c'est pas tout le monde qui est déclaré, donc ça peut être compliqué. Et puis, quand tu as le livret de famille, il faut aussi payer l'impôt. Donc, pour ne pas payer trop d'impôts, on ne se met pas trop sur le livret de famille. Et donc, il y avait pas mal. Il y a même des mairies qui se posaient à côté de la distribution alimentaire. Ah, donc tu veux bénéficier de la distribution alimentaire, d'abord, il faut que tu payes tes impôts pour pouvoir bénéficier. Quand même. Le but, c'était d'aider un peu les gens qui souffraient, et là, finalement, ils étaient payés les impôts. Bon, après, c'était des dommages collatéraux qu'on peut voir, c'est pas mathématique partout, mais c'est quand même des choses qui ont été observées et qui peuvent faire réfléchir. Il y avait les bébés mal nourris, on les appelait un peu les bébés de la chance, parce que vu qu'ils étaient mal nourris, mais pour nous c'est très choquant, mais les gens sont un peu plus habitués, malheureusement on s'habitue à certaines choses, mais il y avait des gros sacs de riz. Et donc en fait il y a pas mal de bébés mal nourris qui étaient prêtés pour que les femmes puissent aller récupérer une partie de l'aide. Mais quelques imprévus sur les distributions. Les villages qui étaient ciblés par l'aide alimentaire, le village à côté ou d'autres régions, c'était pas forcément mirifique non plus.
il y avait ce sentiment un peu d'injustice, pourquoi c'est eux, pourquoi c'est nous, donc ça posait un peu problème. Il y a certaines fois, le soir, moi je mange pas de riz, moi je veux du sorgho, je veux du mil, ils revendaient ce qu'ils avaient pu récupérer. Et puis il y a certaines fois, ça renforce, enfin ça c'est plus des réflexions, mais pour les ONG, bah, ils embauchaient pas mal de monde, donc des fois l'objectif c'était pas vraiment d'aller récupérer un sac de riz, mais c'était plutôt d'être embauché par le projet pendant 3 mois pour être gardien du stock, pour pouvoir être chauffeur, pour pouvoir être un peu distributeur quelque part, donc ça c'était vraiment des impacts forts, où la chance c'était vraiment ça. Donc les 5 grandes leçons de cette crise, enfin des grandes leçons de cette crise plutôt, il y a eu un grand désordre. Et ça a été très mal perçu par les autorités nigériennes, qui viennent de virer une femme, alors je sais plus, je crois que c'est Action contre la faim ou MSF, il y a 1 mois et demi du Niger, là, où justement pour un peu faire la réclame, elle a divulgué des informations fausses, enfin elle a divulgué, c'est pas le mot, elle a fait courir des informations fausses, comme quoi il y avait énormément de décès dans cet hôpital, et que c'était un scandale et tout ça, et finalement après investigation, c'était pas le cas. Et donc ils lui ont retiré son bilan. Mais là, c'est plus en 2005, le fait qu'il y ait les ONG, elles sont arrivées un peu trop en terrain conquis et ça a vraiment exaspéré les autorités nigériennes et pas mal de Nigériens. Donc, c'est quelque chose, vous savez sûrement le cas, être dans des gros 4x4, et des fois ça pose problème, la perception des populations, c'est compliqué. Alors après, au niveau des grosses ONG, je sais qu'ils ont dans leur staff, il y a des règles, il y a des normes, il y a des règles de sécurité. T'as pas le droit d'y aller derrière une mobilette pour aller quelque part, quoi. Mais, j'avais des amis au Burkina, et quand ils voyaient les énormes 4x4 d'Action contre la faim, direct c'était un bras d'honneur, quoi. Je fais, oh, putain, là, regarde, il vient nous aider, t'as vu son 4x4, mais putain, mais avec ça, tu nourris combien de villages et tout. Alors, je fais, oui, c'est compliqué, tu vois bien quand même logistiquement. Bon, j'étais pas complètement d'accord avec eux, ça c'est sûr, mais je pouvais pas complètement être contre. Les frais de siège, les frais de structure, c'est quand même un problème. Après, je dis pas qu'il faut que vous soyez plus tard payé 1150 € par mois, mais il y a quand même certains écarts où il faut essayer de réfléchir là-dessus. Donc, en tout cas, il y a eu une susceptibilité des autorités nigériennes qui a vraiment été importante. Mais au final, tout le monde était content parce que les ONG internationales et locales ont augmenté leur activité. L'État, même s'il a été quand même un peu gêné par cette perte un peu de souveraineté et tout ça, un peu froissé, malgré tout, ils ont pu récupérer un bénéfice d'avoir réussi à récupérer l'aide. Enfin, là, hors Niger, mais je discutais dans un village où il y avait une coopération d'industrialité, il fait « Ah, ce maire là, tout le monde sait qu'il ne vaut rien, qu'il est corrompu, qu'il bouffe, regarde sa famille, regarde sa maison, mais il faut reconnaître quand même qu'il arrive à trouver l'argent des Blancs. » Donc, par le biais des coopérations décentralisées. Donc, cette réflexion, finalement, d'entretenir l'aide permet aussi aux autorités locales plus ou moins corrompues, pas toujours, hein, faut pas faire le cliché que tous les politiciens africains sont corrompus, j'y tiens quand même, mais certaines fois où c'est le cas, et le fait de recevoir l'aide, de gérer, ça va lui donner un peu de caution et finalement les gens vont peut-être continuer à voter pour lui. Donc c'est quand même compliqué, lui il récupère un certain prestige à organiser ça. Donc c'est ça dont il faut avoir un peu conscience. Je suis pas en train de faire un jugement de valeur ou je sais pas quoi, hein. Je tiens à le préciser parce que ça peut être un peu donneur de leçons, c'est facile, moi je suis prof et tout, tranquille. C'est pas mon propos, mais mon propos c'est plutôt de réfléchir sur ces aspects-là, quoi. Donc voilà, le prestige. Mais le problème du manque de ciblage de la pauvreté. On part quelquefois du principe, dans des zones, au Niger, donc je sais pas, il est toujours dans le podium des pays les plus pauvres de la planète, tout le monde est pauvre. Mais en fait, la pauvreté, ça veut dire quoi? C'est compliqué, enfin là c'est un vrai grand débat que je suis pas entendu maintenant, mais cette réflexion du postulat de dire que tout le monde est pauvre, c'est pas le cas. Enfin, tout le monde est pauvre par qui? Par rapport à un Américain qui habite à New York, oui, tout le monde est pauvre au Niger, mais encore, c'est pas sûr. Mais à l'intérieur de la société nigérienne, il y en a qui sont riches. Riches, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le PIB pour être riche? Et il y en a qui sont vraiment très pauvres. Et comment cibler les plus pauvres, c'est compliqué. Parce que comment on fait? Si tu essayes de cibler, il y a des stratégies de contournement, tu génères du soupçon, ça met une ambiance qui est délétère, donc c'est assez complexe.
Mais toujours le postulat de dire tout le monde est pauvre, c'est aussi quelque chose qui est un peu dérangeant, quoi. Puis le fait que tout le monde soit aidé, si on aidait aussi les pauvres, certaines fois les pauvres ils ont des dettes, donc dès qu'ils ont quelque chose, ah bah il faut que tu rembourses, tu viens d'avoir un sac de riz, tu m'en donnes un peu, tu le revends, tu me donnes. Et puis certaines fois bah, les riches ils prêtent plus aux pauvres, ils disent bah attends, il y a les blancs qui sont là, qui t'ont un peu aidé, ça va quoi. Donc il y a quand même un peu ces difficultés, ces effets un peu pervers de l'aide qui sont pas si négligeables que ça. Bon, après on pourrait, je pense que je vais vous laisser un peu la parole parce que j'ai un peu trop parlé alors que le truc de pédagogie active et compagnie, finalement c'est ChatGPT pour super. Comment gérer la cohabitation humanitaire et services publics, c'est quand même un peu des réflexions. Quand tu as des super hôpitaux par MSF et puis tu as des infrastructures de santé qui sont catastrophiques. Enfin là au Cameroun dernièrement il y a un scandale monumental qui ne fait pas tomber Biya malheureusement mais qui alarme toute la population. Enfin, c'est un peu, il y a une femme qui attendait des jumeaux qui est morte devant les urgences parce qu'elle ne pouvait pas rentrer et puis la sœur a ouvert le ventre avec une lame de rasoir pour récupérer les enfants pour au moins essayer de les sauver, quoi. Pour montrer à quel point le niveau d'infrastructure de santé est calamiteux. En plus au Cameroun, un pays riche, avec beaucoup de ressources. Bref, c'est comment on fait cohabiter donc, des services de santé déficients, voire calamiteux, et les hôpitaux de brousse montés par MSF, super bien clean et tout ça. J'ai l'impression qu'il y a des logisticiens là-bas, c'est impressionnant quand même. Alors, ils arrivent à faire des trucs. Donc, mais aussi, un autre problème, c'est le démarchage des personnes médicales, parce qu'on parle médical, mais en règle générale, des gens qui sont assez brillants et qui vont partir dans les ONG au lieu d'être dans la fonction publique. En Afrique, il y a besoin de jeunes cadres intelligents, qui ont de la réflexion, qui veulent faire avancer les choses, qui sont intègres, qui veulent bouger. Et malheureusement, la fonction publique ne paye pas très bien, donc c'est plus facile d'aller bosser dans une ONG ou même encore aller bosser pour les miniers. Alors ça paye encore mieux. Donc il y a aussi un peu cette concurrence. Alors je ne vais pas dire qu'il reste que le bas du panier pour la fonction publique parce que ce serait faux et pas correct de dire ça. Mais il y a quand même un peu, ça existe cette concurrence. Et donc c'est compliqué. Je ne vais pas dire que les partenaires locaux d'Action contre la faim au Niger doivent gagner ce que gagne un fonctionnaire, parce que c'est vraiment très faible. Et en fait, c'est quelquefois tellement faible qu'en fait, le fonctionnaire est obligé de se payer en corruption, vu que le salaire n'est même pas organisé pour que tu puisses subvenir à tes besoins. Donc c'est quelquefois pervers, une perversion sans nom. Mais enfin, c'est quand même une réflexion sur le personnel qu'on embauche, à quel prix, et est-ce que si la personne n'était pas Action contre la faim en Niger, peut-être qu'il serait un cadre de l'administration et qui ferait vachement plus avancer le pays que juste bien organiser la distribution alimentaire dans une région touchée. Bon, allez, j'avais dit que j'arrêtais de parler, j'arrête. Ça va le temps, 1h05, c'est pas trop mal. Question? Parlez fort, hein, parce qu'il n'y a pas de micro. Ouais. Tu as dit que tu allais aborder le cas de la Côte d'Ivoire. Je serais curieux d'entendre ce que tu as à dire sur justement le conflit post-électoral. Alors, effectivement, sujet passionnant. J'ai vu qu'il est arrivé il y a un mois, tu m'as dit qu'il était arrivé dernièrement. Alors je ne sais plus quand il est sorti, je crois qu'il est sorti en août ou septembre 2018. Moi je m'y intéressais un petit peu avant parce qu'en plus j'étais en Côte d'Ivoire en 2002, juste avant quand je faisais mon pseudo chantier humanitaire, et juste avant le déclenchement de la crise, donc ça m'avait quand même pas mal intéressé. Et quand on regarde la position de la France sur le cas ivoirien, il a quand même... Gbagbo, déjà, c'était clair qu'il n'était pas du tout apprécié par Chirac et ses prédécesseurs. Et même quand Sarkozy est venu, il n'aimait pas du tout Gbagbo. Et donc, ça n'a pas du tout montré une impartialité dans la gestion de la crise. Et les positions toujours pro-Ouattara, pro-Force Nouvelle, alors qu'il y avait des exactions qui étaient commises des deux côtés, étaient un petit peu dérangeantes.
Et là, le fait que Gbagbo a été acquitté au niveau de la Cour pénale internationale de La Haye, bah, ça montre quand même c'était un camouflet assez fort, déjà pour la procureure. Et le procureur Ocampo, c'est la procureure Bensouda. Bensouda qui était ministre de la Justice chez Yahya Jammeh en Gambie. Yahya Jammeh, il est complètement. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais bref, c'était quand même assez compliqué. En plus, c'est pas mon propos de dire que tous les ministres dans les pays africains corrompus sont des idiots du village, loin de là. Des gens qui n'ont pas forcément une grande intégrité. Il y en a qui pensent qu'ils vont pouvoir aider en étant ministre, mais c'est pas mon propos. Donc si j'en reviens là-dessus, juste une chose, c'est la position systématique anti-Gbagbo et pro-Ouattara, le soutien effectif pro-Ouattara, le bombardement de la France de l'aviation de Gbagbo à Bouaké, et avec... alors, quand il y a des mercenaires qui ont... peut-être que je recontextualise un tout petit peu, tu veux le faire? Tu veux que je le fasse mais vraiment très rapidement. En Côte d'Ivoire, donc il y a la crise post-électorale. Bon, il y avait une notion d'ivoirité qui était un petit peu dérangeante. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de gens qui sont issus du Burkina Faso, du Mali, notamment dans les plantations de café qu'on travaillait. Et donc Ouattara venait plutôt du Burkina Faso, originaire du Burkina Faso. Et donc il y avait une tension assez forte. Et la France a toujours soutenu Ouattara, qui était un président Afrique du FMI, donc plutôt un poste, pas un dangereux communiste. Et donc au final, pendant la crise, à un moment, il y a la force, il y a des mercenaires bélarusses qui ont tiré sur le camp de Bouaké, c'était en 2000. Il me semble que c'est en 2004-2005. Ouais, moi j'aurais dit 2005. Non, c'est 2004. 2004. Et donc, ils tirent sur le camp français de Bouaké. Bizarrement, il devait y avoir personne, finalement il y avait quelqu'un. Les Sukhoi reviennent à Abidjan, à la base où il y a l'armée française qui est déployée là-bas. Ils ont en main les mercenaires, le pilote du Sukhoi qui a bombardé la base. Il est relâché. Après, il s'éclipse Vaïa Al-Ghana. Au Togo, ils sont retrouvés par la police militaire togolaise. Ils réannoncent à la France, on a le pilote et tout ça. Ils sont relâchés. Donc il y a quand même vraiment, est-ce que c'était pas la théorie, pas clairement dit dans le livre, parce qu'on fait toujours attention, mais qui est quand même très sous-entendu, et partagé par beaucoup. Comme quoi la France, ça arrangeait bien d'avoir une attaque de sa base française pour pouvoir déclencher une riposte et devenir clairement affiché aux côtés des forces nouvelles et renverser Gbagbo. Ouais. Juste une petite remarque, ça n'engage que moi, déjà rien que dans le nom, ils ont beaucoup d'humour, l'état-major français, parce que l'opération en Côte d'Ivoire s'appelait l'opération Licorne. Ouais. Et mythologiquement, on sait que la licorne, c'est le seul animal qui peut vaincre l'éléphant. Ouais. Donc déjà, bon, c'est... Ça, c'était particulièrement... je la ressors souvent, j'ai oublié de le dire, mais c'était raison, c'est vrai que c'est assez flagrant, ouais. Et donc, là, Ouattara et Sarkozy étaient vraiment très très proches, et il y a des liens qui sont toujours assez forts. Puis ce qui était intéressant de voir, c'est toujours ce côté un peu manichéen. Comme quoi, il y a un gentil, il y a un méchant, il faut toujours pouvoir se positionner. Au Mali, il y a les dangereux djihadistes et les pauvres petits Maliens et tout ça. Alors, mon propos, c'est pas de dire qu'il y a des djihadistes comme ça, mais si au Mali c'est le bordel au nord, c'est aussi parce qu'il y a des alliances avec les peuples. Et pourquoi les peuples se mettent en alliance avec les Touaregs un peu djihadistes? C'est aussi parce qu'il y a l'État central qui n'a pas respecté les peuples pendant des années au nord du Mali. Donc il y a des frustrations. Il y a des échanges d'alliances et tout ça. Et donc toute cette réflexion est bien plus complexe qu'il y a des djihadistes illuminés, quoi. Et en plus, en Centrafrique ou au Mali, il y a quand même eu des aides concrètes logistiques du Qatar. Et ça n'a pas rompu les relations diplomatiques entre la France et le Qatar, quoi. Donc quand tu te bats contre un ennemi qui est financé par théoriquement ennemi, c'est quand même un peu spécial. Donc, voilà,
ce qui était un peu dérangeant, c'était le côté manichéen. Et moi, je suis pas pro Gbagbo. Pour moi, c'est pas le nouveau, c'est pas Patrice Lumumba et tout ça. Mais le fait de diaboliser tout le temps, je trouvais ça trop facile et pas assez sérieux et ça manquait un peu d'honnêteté intellectuelle. Et je suis quand même assez content de cet acquittement. Pour information, le Centre de Doc a écrit un article sur la Côte d'Ivoire, un pays en reconstruction. Vous pourrez retrouver sur itimo.org. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le lire. Et on ne parle pas vraiment, en fait, on refait un récapitulatif en fait, des diverses crises qui ont touché la Côte d'Ivoire au XXIe siècle. Mais on s'arrête beaucoup aussi sur les questions de reconstruction et de la paix. Surtout Ouattara compte plus sur l'économie pour faire la paix, plus que sur les tribunaux de pacification et savoir qui a fait quoi lors des derniers conflits. Donc voilà, je vous conseille, c'est moi qui l'ai écrit. Si tu avais une question? Moi ouais, en fait, je voulais revenir sur toute votre partie par rapport à la notion d'aide au Niger notamment, tout ça. Et je voulais savoir, en fait, est-ce qu'on peut vraiment parler dans ce cadre-là de France-Afrique, puisque ce genre de problème humanitaire ou quoi que ce soit, on en voit aussi dans tout plein d'autres continents. Je veux dire, il y a d'autres crises humanitaires en Asie ou en Amérique du Sud, avec des problèmes de coordination, de logistique, de choses comme ça qui sont pas forcément en Afrique. Et du coup, je voulais savoir si ça dépendait vraiment de la France-Afrique, si c'était vraiment en lien avec la France-Afrique, ou si c'était plutôt quelque chose d'interne au monde de l'humanitaire et qui est en train de, petit à petit de se régler grâce à des sommets comme celui d'Istanbul ou des choses comme ça. Question épineuse. Mais un des vice-présidents de Survie, Fabrice Tarid, qui a une conscience assez forte, qui a bossé pour Survie avant, puis maintenant il bosse pour une coopération décentralisée. Donc c'est pas nous le nom de Survie. L'idée c'est déjà avant d'aider, ne pas nuire. Voilà. Déjà avoir cette réflexion là. Après le fait de bosser dans un endroit, autant essayer de le faire le mieux possible. Mais est-ce que continuer à soutenir un régime comme au Tchad ou au Cameroun, est-ce que ça a du sens? Quand on sait qu'une grande partie de l'argent est détournée, les populations souffrent. Hein. Là-dessus, il n'y a aucun souci pour dire que les populations souffrent. Et donc, c'est compliqué, et j'ai pas de formule magique, il n'y a pas de oui, de non en fait. Mais c'est quand même assez compliqué de continuer à soutenir des dictateurs qui sont ultra corrompus, et en même temps, il y a quand même un petit peu, parce que là, Burkina Faso, le Niger, 50% du budget de l'État, c'est de l'aide. C'est l'Union européenne, c'est les États-Unis, c'est la France, différents partenaires, différents bailleurs. Donc, même s'ils s'en mettent plein les poches, il y a quand même quelques fonctionnaires, quelques médecins qui essayent quand même de faire des choses dans le pays, les instituteurs et compagnie. Donc, c'est compliqué de dire qu'il faut supprimer l'aide d'un coup. Et moi, je pense que le mieux, c'est déjà d'avoir un maximum conscience de ces choses-là quand on va intervenir quelque part. Mais j'ai pas de... En fait, c'est chacun le fait avec sa propre conscience. Et je n'ai pas de formule magique à te dire. Quoi. Enfin, je t'ai pas vraiment répondu, mais je ne peux pas vraiment te répondre. Je n'en sais rien, c'est ma façon d'y penser. Okay. Oui. En fait, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit. Il y a des fois, je vais essayer de parler un peu plus fort peut-être. Des fois, l'aide, elle peut être, notamment à l'époque quand c'était, quand la France ne faisait pas encore partie de l'euro, certaines aides au développement étaient issues des comptes d'opération qui étaient détenus au Trésor. Donc forcément, c'est les 50% de dépôt du franc CFA dont tu parlais. Donc en gros, c'est l'argent des Africains qu'on leur reprêtait avec intérêt derrière. Donc c'était juste pour ajouter ça. Oui, non, ça c'est si sûr. La question, est-ce que l'Afrique aide-t-elle la France ou la France aide-t-elle l'Afrique? C'est une vraie question. Mais au final, il y en a qui disent, ça m'arrive de m'engueuler un peu avec certaines personnes sur
la France-Afrique, en même temps, bon, on est quand même bien content de ne pas payer l'essence trop cher. Parce que implicitement, ça veut dire qu'on accepte que Total soutienne des dictatures au Congo-Brazza, au Gabon, ou je sais pas où, en échange d'avoir un pétrole pas cher. Mais en fait, la France-Afrique, elle coûte de l'argent, parce que ces militaires, les militaires durant ne sont pas très bien payés, mais quand ils sont en opération extérieure, ils sont super bien payés. Le budget de l'État français, c'est 500 milliards d'euros. Il y a 50 milliards, c'est l'armée, donc ça coûte quand même 10 milliards. C'est 10% du budget français. Et l'armée, elle est quand même. C'est une des vocations françaises de l'armée, c'est quand même d'intervenir en Afrique. Donc ça coûte quand même énormément d'argent. Donc là, on pourrait aussi profiter autrement. Il y a aussi tout ce réseau d'ambassades et tout ça. Bon, alors ça, c'est en termes de budget, c'est pas si énorme. Des fois, c'est des salaires qui sont gigantesques. Mais au niveau de l'influence, il y a aussi les lycées français. Dans beaucoup de lycées français, maintenant, il y a moins de 50% des élèves qui sont français. Mais c'est tous les enfants des dirigeants, du président au Burkina Faso, la fille de Blaise Compaoré, elle était au lycée français. Et la fille de Zéphirin Diabré, son opposant, premier opposant, elle était au lycée français. Donc en fait, c'est quand même aussi tout un prestige, un soft power culturel qui est quand même assez fort, mais qui coûte cher à l'État français, ce qui est quand même qui pose question, quoi. Et accessoirement, vous savez, à votre avis, le proviseur du lycée français, combien il gagne à Ouagadougou par mois? 5 000 euros. 12 000. 2 fois plus qu'en France. Parce qu'en fait, et après, il y a des salariés. Dans chaque lycée français, il y a souvent un salarié par matière. Un maths, physique, un français, littérature, un histoire, je sais pas quoi, qui est payé pas par l'éducation nationale, mais par le ministère des Affaires étrangères. Et lui, il est payé 6 000 balles, 6 000 euros par mois. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a une toute petite chose, c'était quand même super marrant. Au lycée français, j'avais une amie qui était CPE là-bas. Contrat local, elle ne gagnait pas 6 000 balles par mois. Je crois qu'elle gagnait 1 800 ou 2 000 euros. Ce qui est très bien sur place, mais c'est pas si gigantesque. Et donc bref, l'élection des délégués. Dans une date plus classique. La fille de Blaise Compaoré qui se présente. Elle avait fait faire des t-shirts avec son visage. Elle a distribué les t-shirts à toute la classe. En mode, c'est bon, c'est la campagne électorale, on fait comme mon père et tout. Je savais pas, ça avait fait marrer à l'époque, c'est assez drôle. Et en plus, l'histoire, je sais même plus s'il avait été élu ou pas. Mais je crois que quand ils avaient vu ça, ils ont dit non, mais là, t'es pas français, là, t'es t-shirt, tu les ranges, tu les ramènes chez toi, tu peux pas faire ça comme ça. Ouais. Moi, j'ai une question alors. Est-ce que, justement, au niveau de l'aide, au niveau du futur, de l'humanitaire, est-ce que, je sais pas, des ONG comme Alima, qui sont des petites ONG qui essaient de changer. Alima, c'est une ONG médicale en fait qui est basée à Dakar et qui essaie vraiment de changer la médecine humanitaire et qui utilise énormément la recherche et très peu d'expats, uniquement des formations des gens sur place, qui bossent beaucoup sur les épidémies, sur des pathologies qui sont vraiment locales, en essayant vraiment de renforcer juste les capacités locales. Et on se dit, est-ce que voilà, il y a quand même des choses qui sont faites qu'on essaye de faire. Et ça fait 10 ans qu'ils existent et ils font vraiment des choses intéressantes. Donc pour toi, c'est ce genre de choses qui devraient. Alors après, ça, visiblement, l'exemple que tu donnes a l'air très bon. Bon, moi, là où il faut avoir des vigilances, c'est sur les frais de siège, sur les salaires des directeurs, sur le type de 4x4 utilisé. Enfin, je suis complètement conscient. Au CNUD, j'imaginais bien qu'on n'allait pas arriver en mobilette sur des trucs. Mais t'es pas obligé d'avoir le dernier 4x4 qui fait ça de hauteur. Enfin, il y a tout en fait, un peu de décence, du bon sens que certaines fois les expatriés blancs ne se rendent pas compte. Et quand tu es dans une ONG, tu as une bagnole normale, mais pas forcément le 4x4 de fou, tu peux très bien aller en Beauce. Au Sénégal, il n'y a pas que les 4x4 qui gèrent sur les pistes, quoi. Et non, ça c'est bien. Alors après, la MSF, Médecins sans frontières, ça c'est sûr que c'est plus gros, c'est plus de l'urgence, c'est pas de la recherche, c'est pas tout à fait le même type que tu me dis.
Après, sur certaines cas de figure, sur certaines épidémies, sur certains trucs, heureusement qu'ils sont là, quoi. Enfin, sur Ebola et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même, c'est un petit peu dérangeant. Mais alors, le pire de tout, putain, alors, ça fait un peu anti-américanisme primaire, c'est les Peace Corps. Vous connaissez peut-être Non. Les Peace Corps. Ah, Ils ont Alors, failli les ceux-là, pouvoirs. Les piqueurs. Non, Peace Corps. Peace C'est Corps. Les Peace Corps. Ouais. Ah, excuse-moi. Ouais. C'est les jeunes. Tu veux expliquer? Tu connais? C'est Non, c'est un peu les services civiques à l'international envoyés par les Américains. Ils restent généralement une année à faire des actions une année ou de deux, solidarité. En parallèle, ils peuvent intégrer l'université ou l'école du pays. Donc voilà. Après, c'est souvent quand même dans le milieu rural, en mode GI, t'arrives, tu te débrouilles, tu connais pas la langue, donc il faut que tu apprennes la langue, donc ça c'est quand même un aspect positif. Oui. Mais ils ont pas ils ont pas de fric, et leur objectif c'est de dire, bon alors, petit africain maintenant il faudra se bouger, on va construire une bibliothèque, on va agrandir l'école, et donc t'as un petit jeune qui arrive dans un village à 20 ans, qui reste 6 mois, bon bah alors j'ai identifié qu'il y a un problème sur l'école, maintenant il faut se bouger, allez tous ensemble, on va faire quelque chose, et mais c'est vraiment, c'est pas une caricature, c'est vraiment l'objectif des Peace Corps. De dire tout simplement, bah voilà, on va essayer de découvrir l'Afrique en restant basé dans un village, en essayant d'aider un peu. Mais là, le côté faire quelque chose, de vouloir, c'est sidérant quoi. Et de dire qu'il y a un petit jeune de 20 ans qui va arriver, qui va dire au chef du village, au papy, aux gens un peu plus âgés, avec la tradition africaine quand même de respect de l'aîné, bon bah alors toi maintenant... tu vas mobiliser tous les gars, hop, petit chef, alors qu'il débarque. Et c'est mais alors ça, mes potes, Peace Corps, bah, c'était pas un bras d'honneur. Hein, faut pas les plaire. Donc voilà, bah, alors ça, pour le coup, c'est la dérive la plus monumentale. Même si USAID, en termes de volume d'aide, quelquefois très fort, ne fait pas que des conneries du reste. Et assez bon. Mais un des effets pervers de l'aide, pour le coup, je pense aux États-Unis et à Monsanto, le Burkina Faso était un peu la tête de pont de Monsanto dans l'Afrique de l'Ouest. Et quand il y a eu la mort du regretté Norbert Zongo, les États-Unis ont dit on ne peut pas buter un journaliste comme ça, en plus c'était vraiment très mal maquillé. Donc les États-Unis non, on va suspendre notre aide, nos relations bilatérales. Blaise Compaoré dit ouais voilà, nous c'est un gros bailleur, les États-Unis ou Burkina Faso. Quand je dis qu'il y a plus de 50% de l'aide, bon je sais pas le pourcentage mais il est très gros. Donc il a dit ok, vous rétablissez l'aide et on accepte Monsanto, les OGM au Burkina Faso, de commencer à faire des tests et tout ça. Enfin, c'est ce contournement de l'aide qu'on a ramené à nous. Et puis le pauvre Norbert Zongo, qui n'aurait pas aimé que son cadavre serve à l'introduction des OGM. Et pour la petite histoire, les OGM sont en train de quitter le Burkina parce qu'en fait ils se rendent compte que c'est pas rentable, ça produit plus, mais la qualité de la fibre est moins bonne, donc du coton. Donc ciao. D'autres réflexions, idées, ça peut se faire de façon un peu plus informelle. En tout cas, bah, j'ai vu qu'il y a on connaît un peu avec Amina, mais le centre de documentation est quand même vraiment chouette. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'ouvrages, même pas forcément des ouvrages de survie, mais je voyais là, celui-là qui avait l'air bien. J'ai vu quand même plein d'ouvrages intéressants de Ziegler, des agronomes, de différentes personnes. Il y a quand même une réflexion sur l'aide, sur l'efficacité de certaines choses, puis des choses très concrètes. Enfin, j'ai fait aussi un petit peu de pompage solaire, donc les trucs d'adduction d'eau. Enfin, il y a vraiment, vous avez la chance d'avoir ça. C'est cool. Et donc là, après, j'ai aussi pas mal de petits bouquins ou des gros bouquins. Je n'ai pas sorti les plus gros parce que je suis plus en vélo, ça fait un peu lourd. Mais, et notamment des petites choses d'introduction sur la France-Afrique, sur un peu des thèmes pays par pays, avec les acteurs les plus importants. Et je trouve que c'est plutôt bien fait d'avoir une information, pas forcément besoin de connaître énormément de choses, mais au moins d'avoir un peu des petites notions sur différents pays. Des fois, c'est quand même intéressant. Ouais. Je peux te poser une question qu'on doit te poser souvent. Est-ce que tu as côtoyé François-Xavier Verschoor? Ah bah alors, je lui ai serré la main, ouais.
Et on a un peu discuté, mais après il est mort et donc malheureusement je n'ai pas trouvé. Plus difficile. Et je ne vais pas rentrer dans les circonstances de... Mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir Verschave, donc, qui était lyonnais, Villeurbanne, c'était pas un mec du tout issu des milieux anards, gauchistes et tout ça. Lui, il voulait plutôt être prêtre, donc c'était plutôt un peu catho de gauche, quoi. Et puis, il a commencé à essayer de s'intéresser à... Au début, il voulait faire une grande... tout le monde, tous les joueurs de foot de Ligue 1 et Ligue 2, Division 1, Division 2, avaient un ballon pour l'aide publique au développement, pour augmenter l'aide, il faisait des marches. Et puis, résultat de l'affaire, il se rendait compte qu'il arrivait contre un mur. Et donc, parce qu'à l'époque, enfin, c'est un peu prétentieux de dire que c'est sur lui qui a levé tous les lièvres, mais il y avait vraiment une méconnaissance complète de ces mécanismes d'influence, de Focard et tout ça, quoi. Et donc, c'est lui qui a permis quand même d'investir, de faire des investigations monumentales et de populariser le concept de France-Afrique et de Il me semble que ça vient de lui aussi. Enfin, moi en tout cas, c'est avant Verschave, je ne connaissais pas le terme France-Afrique. Non, c'est Verschave avec son premier bouquin, France-Afrique, le plus long scandale de la République, C'est ça. et qui en a fait d'autres qui sont passionnants. Et peut-être que... ouais, bon, alors après sur le Congo, il y a eu des élections au Congo qui étaient assez problématiques au Congo-Kinshasa. C'était assez épouvantable de voir que Félix Tshisekedi qui a été élu, en fait, il n'a même pas eu 17% des voix. Normalement, c'est Martin Fayulu qui aurait dû passer. Et en fait, ce qui m'a agacé, en fait, ce serait la France, Le Drian, a fait un commentaire quand il y a eu des résultats provisoires qui sont sortis. A dit, enfin les résultats provisoires, ils étaient complètement à côté des observateurs, c'est l'Église catholique sur place, qui est très très bien implantée et qui avait développé 40 000 observateurs sur le pays. Pas rien, logistiquement c'est fort. Et ils avaient essayé de le faire avec une réflexion très poussée sur quel type d'endroit, sociologiquement, enfin au niveau des peuples, des ethnies et tout ça, pour pas avoir les 40 000 au même endroit, quoi. Donc vraiment une belle couverture du pays et tout ça. Et donc bon, il pouvait se planter, mais il savait à peu près qui avait gagné, quoi. Donc Tshisekedi, c'était sûr qu'il avait perdu. Donc ils sortent des résultats provisoires, et là le Drian dit « Ah, ces résultats sont surprenants ». Donc directement, les autorités congolaises, mais ce que font aussi beaucoup les dictateurs en place, « Oh, la France fait de l'ingérence, c'est scandaleux ». Donc ils le jouent un peu comme ça les arrange, quoi. Et donc Le Drian après rapidement rentre dans le rang en voyant que finalement tout le monde a balisé ses mascarades électorales. Bon, Fayulu il continue à gueuler, il fait des manifs à Paris là, dimanche dernier, mais maintenant il a perdu, quoi. Mais, enfin c'est malheureux parce qu'il les avait gagnés, mais il n'a pas été élu en tout cas. Et donc la position française avait commencé à critiquer. Donc dans un sens on pourrait se dire très bien, pourquoi pas. Après quand on regarde un peu plus loin, pourquoi il a été critiqué? Parce que Fayulu était aussi très proche de Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga, très connu au Congo-Kinshasa, donc il y avait un petit peu des réflexions là-dessus. Et à l'époque où j'en discutais comme ça 2 secondes, mais quand Kabila, il avait quand même la pression, parce qu'il était au pouvoir, il ne voulait pas organiser les élections. Alors il y avait quand même les Belges, l'ancienne puissance coloniale, les États-Unis, l'Union européenne. L'Union européenne, ils avaient dégagé l'Union européenne. Il disait il faut organiser les élections. Et qu'est-ce qu'avait fait Macron quand il venait d'arriver avec son délégué Franck Paris qu'il avait envoyé à Kinshasa? Bon, tout le monde te met la pression. Nous, on n'augmente pas la pression, mais en contrepartie, qu'est-ce qu'on gagne? Donc Total a eu des concessions, il y a eu d'autres marchés qui a récupéré des entreprises françaises. Donc c'était quelquefois un peu cynique. Et juste une dernière chose, moi je ne suis pas du tout pro Nicolas Maduro, sauf que je n'ai pas envie qu'on dérive sur le côté de l'Amérique latine. Mais pourquoi Macron va aller faire des grands discours sur Maduro, alors que grosso modo il n'a pas grand chose à y faire, il ne va pas faire le truc, alors qu'il soutient clairement des dictatures comme au Cameroun, concrètement actuellement, il y a quand même une guerre, quoi. Et
il y a quand même celui qui est arrivé deuxième aux élections et 200 de ses camarades qui sont en prison. Donc, avant d'aller t'occuper, déjà fais un peu le balaye devant ta porte et ça ira peut-être pas si mal. Et juste une dernière chose, le balai citoyen, donc qui est quand même un mouvement issu de la société civile qui est assez chouette. Et pourquoi ils ont appelé ça le balai citoyen? Vous avez déjà vu le logo du balai? C'est le balai africain où il y a différents rameaux qu'on attache comme ça pour balayer les cours. Parce qu'un brin, tu peux rien faire, mais quand il y a plein de brins là, c'est comme ça que tu arrives à balayer. Mais comment on balaye un escalier? On commence en haut, et puis on descend. Donc il y avait quand même cette réflexion d'aller assez loin dans une nouvelle société où il y a quand même plein de jeunes Africains qui ont envie que les pays se développent et qui ont envie d'être intègres, de pouvoir vivre de leur travail et de se donner à fond pour faire des belles choses. Et malheureusement, il n'y a pas toujours un contexte favorable pour ça et c'est bien dommage. Et en tout cas, c'est un peu pour ça que Survie et d'autres structures luttent pour au moins que la France arrête de mettre une chape de plomb sur les démocrates qui finiront par monter. Voilà ma réflexion, mais je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Je crois que l'heure est peut-être l'heure. Après, on peut le faire de façon un peu plus informelle après. Il n'y a pas de problème. Merci.